retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. À ma gauche, notre invité est ingénieur informatique, monsieur Nyanguenon. Et puis à ma droite, mes éditorialistes, Malik Acher et Gratien Roukindikiza. Les sanctions économiques imposées à la Côte d'Ivoire par les États-Unis, et ce depuis 12 ans, ont été levées par le président américain Barack Obama. Ces sanctions concernaient un embargo sur les armes, le gel d'avoirs et des interdictions de voyager pour certaines personnalités politiques ivoiriennes qui bloquaient le processus de paix engagé en 2003, selon les autorités américaines de l'époque. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Oumou Kelsomba. Le président américain Barack Obama a levé ce mercredi 14 septembre 2016 les sanctions économiques imposées par les États-Unis plus de 10 ans à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Établies par l'ancien chef d'État George Bush en 2006, ces sanctions portaient sur un embargo sur les armes, le gel des avoirs et l'interdiction de sortie pour certaines personnalités qui ralentissaient selon eux le processus de paix en Côte d'Ivoire. Cette mesure intervient au moment où ce pays de l'Afrique de l'Ouest, premier producteur mondial de cacao, met en œuvre son programme national de développement 2016-2020. On levait les sanctions qui portent sur les armes légères, sur les armes, premièrement sur le gel des avoirs et sur la circulation des êtres. Bon, je pense que ça procède d'une très bonne approche parce que ça veut dire qu'on rentre dans un système de liberté de circulation des biens, des marchandises et des personnes. Ça déjà, c'est un acte majeur. Mais pourquoi on a levé? Est-ce que les conditions maintenant ont été requises pour qu'on lève? Donc, en Côte d'Ivoire, ça répond libérer l'achat des armes. Ça doit être, c'est peut-être une bonne chose dans la mesure où ça permettra donc de doter les forces de sécurité ou les forces armées d'armes pour assurer leur fonction régalienne de protéger l'État. Après la crise politique qui a secoué la Côte d'Ivoire, le pays est aujourd'hui considéré par de nombreux experts comme un modèle de reconstruction et l'une des économies les plus émergentes du continent. En 2015, le taux de croissance du PIB s'est établi à 8,8%. Les autorités s'attendent à des indicateurs macroéconomiques supérieurs à ceux de l'année dernière. C'est sûr que donner la possibilité aux entreprises américaines de vendre librement, parce que qui dit importation parle d'exportation de notre côté. Donc ça va peut-être sur le plan économique améliorer le flux et le montant des échanges commerciaux. Nous savons que la Côte d'Ivoire donc est éligible à l'AGOA, au MCCCI. Tout ça, ce sont des instruments qui devront permettre à l'État de Côte d'Ivoire non seulement de bénéficier d'appui budgétaire ou de subventions suffisantes de la part ou de dons de la part du gouvernement américain, et eux donc de booster leur économie sur le commerce avec les États-Unis. La levée des sanctions par les États-Unis d'Amérique à l'endroit de la Côte d'Ivoire va raffermir les relations socio-économiques, notamment la libre circulation des biens et des services entre les deux pays. Cela permettra à l'État ivoirien d'atteindre son objectif, avoir un taux de croissance moyen de 7,4% en 2017. Gratien, que veut dire cette levée des sanctions? Que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays paisible qui a fait ses preuves dans la reconstruction? Oui, c'est une prime pour les efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de la reconstruction nationale, au niveau aussi de la paix. C'est un pays qui, après plusieurs années de guerre, qui est calme, mais en même temps, un pays qui n'est pas encore réconcilié, il faut le dire. Mais ces sanctions, finalement, qui ont été levées, c'était du côté des Américains. Les importations des armes, peu d'Africains importent les armes américaines parce que ce sont des armes chères, peu pratiques. On voit bien même les Américains, quand ils sont sur le terrain, ce sont des armes qu'on ne peut pas utiliser facilement en Afrique. Les Africains se tournent vers l'Est plutôt. Et le commerce, ils font le commerce avec la Chine, l'Europe. Donc je pense qu'il y aura peu, contrairement à ce qui a été dit, peu d'impact pour la Côte d'Ivoire. On peut dire au niveau de la Goa, oui, mais en général, il n'y aura pas vraiment beaucoup d'impact. Monsieur Nyanguenon, une levée des sanctions donc pour féliciter la Côte d'Ivoire dans ses progrès, mais aussi pour l'encourager à les poursuivre, car il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. Donc, bon, c'est toujours bon, comme je disais il y a tantôt sur d'autres plateaux, le conflit, l'apaisement social, c'est toujours important. Donc, le fait de finir, comment dire, de ne plus pénaliser un pays par que ce soit... De toute façon, ils constatent eux-mêmes, les pays qui pénalisent, ils sont aussi pénalisés, puisqu'il y a un retour de bâton qui se fait. Donc, ce n'est pas la peine de mettre... Mais ça donne d'autres ouvertures. Alors, ce que je crains, c'est plutôt une trame qui peut se faire, parce que quand on laisse cette possibilité, les gens peuvent s'armer davantage, et ça peut créer des insécurités au niveau du pays.
Alors Malik, je voulais voir quelque chose avec vous. Les données macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sont bonnes, voire excellentes. En 2016, le taux de croissance ivoirien devrait s'établir à 8,5% selon les projections de la Banque mondiale. C'est la plus forte croissance du continent africain. Et pourtant, le chômage atteint des niveaux toujours élevés, autour de 25%. Les populations des zones rurales vivent dans des conditions très inquiétantes. Et près d'un Ivoirien sur deux est considéré comme pauvre. Il y a donc deux lectures de cette économie ivoirienne qu'on met beaucoup en avant. Et pourtant, on ne peut pas vraiment parler de croissance inclusive en Côte d'Ivoire. Pas encore totalement, parce que vous avez raison, effectivement, il y a une croissance, un PIB qui évolue de 8%, le pays revient de loin, il ne faut pas l'oublier. Il y a encore des régions qui souffrent justement d'un développement inégal, ce qui prouve qu'il y a une mauvaise répartition des richesses. Je pense que le problème est dans les investissements que fait l'État. C'est-à-dire, il faut maintenant faire participer les entreprises ivoiriennes au développement économique du pays. Le problème de nos pays africains, c'est que pour la réalisation des grandes infrastructures, on ne fait pas assez confiance au privé local, on fait souvent confiance aux grands groupes internationaux qui finalement réalisent les projets et n'ont pas véritablement, je dirais, d'objectifs de création de valeur ajoutée au sein du pays. Donc il faut, je dirais, faire cet effet d'entraînement. Et beaucoup de pays, notamment les pays pétroliers, on parle de la Côte d'Ivoire, mais les pays pétroliers font de même, préfèrent les grands groupes internationaux et laissent de côté justement les petits privés. Et pourtant, il y a des groupes ivoiriens privés qui sont capables aujourd'hui de mener à bien le développement économique de ce pays. Gracien, je vous laisse rebondir, mais très rapidement. Oui, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a la croissance, mais la croissance est tirée par les investissements au niveau de la construction des routes, des infrastructures de l'État, qui ne génère pas la production, c'est-à-dire qui n'engage pas finalement la continuité de la production et qui ne donne pas beaucoup de moyens à la population. Il manque beaucoup les investissements et aussi, disons, mettre de l'argent dans la consommation et aussi dans les soins pour qu'au moins ça redescende vers le petit citoyen, l'ouvrier ou le paysan. On va passer à un autre sujet, messieurs, mesdames aussi qui nous regardez. Un sujet beaucoup plus léger puisque le Maroc a de nouveau été primé. Une nouvelle distinction pour le Royaume qui vient d'être désigné meilleure destination spa en Afrique. Rien d'étonnant, la situation politique et sécuritaire du Royaume en fait toujours la destination privilégiée en Afrique du Nord. C'est un sujet de Gladys Momba. Le Maroc élu meilleure destination spa en Afrique. Le royaume chérifien a remporté le prix de la meilleure destination spa en Afrique lors de la cérémonie de remise du World Spa Award 2016 tenue en Italie. Une récompense décernée par les professionnels du tourisme du monde entier. Ce tourisme particulier, c'est un tourisme de niche. Aujourd'hui, le bien-être, le retour au corps, le fait de prendre soin de son corps, la thalassothérapie, c'est un tourisme qui intéresse un segment important notamment de cadres, de gens de la classe moyenne. Et le Maroc veut développer et cultiver ce créneau pour pouvoir attirer toujours plus de touristes. Le spa et le bien-être font partie intégrante de la culture maghrébine. Le Maroc bénéficie de stations thermales, de spas et d'installations modernes de luxe, offrant une large gamme de soins corporels et de massages. Malgré une baisse en 2015 de 8,8 millions de touristes en un an, le Maroc reste une destination attractive. Le Maroc est attractif et il fait tout pour se rendre attractif et renforcer cette destination. Il faut dire que le tourisme représente 8% du PIB, ce qui donne une capacité de 216 000 lits. Le Maroc veut augmenter cette capacité. Grâce à son plan de développement nommé Vision 2000, le pays ambitionne en effet de faire partie des 20 plus grandes destinations touristiques au monde d'ici 2020. Monsieur Niang, très rapidement, on arrive sur la fin de cette émission. Malheureusement, encore une distinction pour le Maroc qui prouve encore une fois sa capacité à entretenir son secteur touristique et même à le diversifier. Oui, il faut louer le Maroc. Il faut le féliciter davantage. Bon, si déjà un pays africain arrive à être primé,
pendant que d'autres Européens ne le font pas comme il faut, donc c'est bien. Alors ce que moi j'ai constaté, ça fait plusieurs années déjà que beaucoup de pays européens s'installent au Maroc. Ils créent une deuxième Europe, je dirais, puisque la plupart des gens vont avoir des maisons par-ci, par-là. Il y a même des publicités qui disent installez-vous au Maroc. Investir en Maroc, voilà. acheter votre maison secondaire. Oui. Donc tout ça là amène une nouvelle technologie. On parle il est vrai, le tourisme aussi, c'est la technologie, c'est la nouvelle technologie qui rentre dans ce domaine-là, et ça permet de créer de l'emploi. Gratien, il y a bien évidemment la situation sécuritaire instable, mais pourquoi le Maroc arrive à faire la différence ? Bien sûr, au niveau de la sécurité, on sait bien que le roi du Maroc, c'est lui le responsable de la religion, de l'islam, le représentant de l'islam au Maroc. Cela veut dire que c'est, disons, l'autorité morale. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays, il y a des problèmes. On a des problèmes avec des groupes terroristes qui se basent sur l'islam. Or, dans ce pays, ils ont pu canaliser, disons, cet islam. Ça a été un islam. Il y a certains débordements d'un côté ou d'un autre, mais en même temps, c'est qu'ils reconnaissent cette autorité et l'islam est tempéré. Et en même temps, il faut le dire qu'il y a un roi, il y a le Premier ministre qui gère les affaires courantes, donc il y a moins de lutte pour arriver au pouvoir parce qu'il y a le roi. Le roi, il est permanent, il est stable. Donc, ce qui fait que ça atténue les tensions internes qui peuvent... Qu'est-ce que vous nous dites là? Qu'il faudrait installer des dynasties, des monarchies dans tout le continent? Je ne dis pas qu'il... Non, à un certain moment, il y a certains pays, franchement, on aimerait bien qu'il y ait des rois et qu'on ait des premiers ministres responsables, comme en Angleterre. Il y aurait moins de coups d'État, il y aurait moins de massacres entre les gens pour accéder au pouvoir. Alors, Malika, c'est vrai, hein, le Maroc réussit là où beaucoup ont échoué, j'ai envie de dire. Oui, le Maroc réussit dans ce domaine parce qu'il s'est justement concentré dans le développement du tourisme par excellence, c'est-à-dire faire de ce secteur-là un secteur d'excellence. Le Maroc profite aussi de la baisse touristique aussi de la Tunisie, parce que la Tunisie était un spécialiste dans ce domaine-là du tourisme balnéaire et du tourisme du bien-être. Il ne faut pas l'oublier, l'Algérie, quel lapsus. La Tunisie, l'Algérie en est bien loin d'un secteur touristique inexistant, j'ai envie de dire. Effectivement. En espérant que l'Algérie fasse de même. La Tunisie, oui, était un excellent, je dirais, concurrent pour le Maroc. Et puis, on connaît les problèmes que connaît la Tunisie dans le domaine. Une chute libre des touristes en Tunisie. Effectivement. Vraiment. Et le Maroc, mais je dirais, le Maroc a raison de continuer à développer son tourisme, mais le Maroc a tellement d'autres potentialités qu'il faut faire attention au tout touristique. Parce que là, c'est la même dépendance qu'on peut reprocher exactement aux hydrocarbures. Donc attention à cette dépendance au secteur touristique. Et d'ailleurs, dès que vous voyez qu'il y a une baisse des fréquentations touristiques au Maroc, il y a souvent une panique, entre guillemets, une panique de certains, je dirais, de certains responsables politiques qui disent attention, là, il y a moins 5, moins 10%, il faut reconcentrer nos efforts. Donc attention, mais c'est bien aussi de diversifier l'offre touristique. Il faut continuer, il faut aller dans ce créneau-là, mais il faut faire aussi des secteurs d'excellence partout. Et je pense aussi au secteur minier au Maroc qui est sous-développé, qui peut être développé davantage. Je pense aussi au secteur agricole qui souffre des aléas climatiques et il faut justement l'éducation qui parfois dans certaines régions manque un peu. Donc il faut renforcer ces secteurs-là. Merci Malik pour vos analyses. Merci Mira, c'était un plaisir de commencer cette première émission avec vous et à très bientôt. Plaisir partagé. Merci à vous également Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. Et merci à vous Monsieur Nyangeno. Merci Amira, c'est vraiment un plaisir de toujours travailler avec vous. Ça me fait plaisir de rencontrer toujours les co-débatteurs tout le temps. Merci beaucoup. Plaisir partagé, Monsieur Nyangeno, à très bientôt. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette Africa Newsroom, mais l'émission n'est jamais finie. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.